Ok, merci. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Je vais, dans le souci de maintenir une bonne qualité de la connexion, j'ai dû couper ma vidéo. Donc, la caméra ne passe pas. Je vais me présenter et profiter pour présenter l'équipe qui est là. Je suis Colin Zovep et je travaille sur ce projet de l'économie numérique avec des collaborateurs comme Serge et Laurent. Ça, c'est ceux avec qui on a commencé la réflexion sur le projet parce qu'on a pensé que l'Afrique pouvait tirer un profit de l'avancée de l'économie numérique pour plusieurs raisons. Je pense que Serge reviendra là-dessus. La première raison, parce que l'Afrique représente le continent le plus peuplé du monde. La deuxième raison, c'est que la population africaine est la plus jeune du monde aussi. Cela mis ensemble donne un potentiel assez fort pour l'Afrique. Mais la réalité qu'on peut observer, c'est qu'en Afrique, on traîne encore le pas à se mettre sur le rang de cette économie numérique qui avance pourtant à pas de géant. Du coup, nous avons raté toutes les phases de l'économie. On a raté la phase de l'économie qui était basée sur l'effort physique. On a raté la phase de l'économie qui était basée sur l'industrialisation. Et aujourd'hui, on est dans une troisième économie où la richesse est basée sur l'intelligence artificielle. Là aussi, on est en train de rater cette étape, cette phase de développement économique. C'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il était bon temps que nous prenions le taureau par les cornes et que nous mettions sur pied quelque chose de palpable. Mais avant, il fallait pour nous rassembler le maximum de personnes pour qu'ensemble nous discutions de ces opportunités de l'économie numérique en Afrique. Donc voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser ce webinaire. Et je vous souhaite à vous tous la bienvenue. Alors, lorsque vous n'avez pas la parole, gardez votre micro fermé. Et si vous voulez intervenir, levez la main. Donc, allez dans les 3 points en bas de votre écran, vous allez voir l'option lever la main. Et puis, vous allez activer votre micro par la suite pour poser le souci ou bien pour intervenir si c'est une contribution. Donc, nous aurons à peu près 1h, 1h30 par là pour développer le contenu de notre présentation de ce soir. Dans un premier temps, mon collaborateur Serge va intervenir pour vous parler globalement de ce que c'est que l'économie numérique et de ses enjeux. Et après, Laurent, qui intervient depuis la France, va présenter le concept même, hein, je crois, c'est ça, le concept même je pense, la crypto-monnaie. Le projet Oui, en lui-même. Voilà, va présenter le projet, le concept de la crypto-monnaie, le projet qui est en cours de développement et qui est même déjà déployé actuellement. Et je reviendrai par la fin pour une petite conclusion. Donc, voilà la structure de notre webinaire. Je vous souhaite d'être attentifs. Fermez les micros pour que cela ne capte pas les bruits autour de vous. Et mettez vos écouteurs si vous en avez, ou bien mettez le volume de vos appareils au max pour pouvoir écouter clairement ce qui va se dire. Merci. Je vais laisser la parole à Serge, je crois. Si Serge est là. Est-ce que... Si tout le monde m'entend, je dis merci à tous ceux qui ont pris le temps de leur dimanche, le temps de se connecter à notre plateforme, le temps d'assister à cette conférence en ligne. Nous vous remercions d'avoir fait très chaleureux. Nous souhaitons la bienvenue très chaleureusement à ce rendez-vous.
Moi, je m'appelle Dormo Zekin Serge. Je suis le fondateur de Africa Financial Markets. En fait, c'est l'entreprise qui porte en fait, le projet. Nous sommes, enfin, sur cette bannière, c'est plusieurs personnes, comme vous avez remarqué, c'est plusieurs jeunes entrepreneurs africains qui se sont mis ensemble en se disant, bon, pourquoi, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble pour essayer de créer quelque chose dans le domaine du numérique, étant donné que l'Afrique tarde encore à tirer son épingle du jeu. Et nous croyons fermement que l'économie numérique est la passerelle par laquelle l'Afrique peut redorer son blason. Selon les estimatifs, on estime qu'en 2025, les parts de marché relatifs à l'économie numérique, ça vaudra 10% du PIB de toute l'Afrique. 10% du PIB de toute l'Afrique en 2025 est représenté à 100 milliards de dollars. Bon, maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir tirer notre épingle du jeu? De 100 milliards de dollars qui vont aller où? Si nous réfléchissons bien, nous allons nous rendre compte que ça va aller dans les poches de ceux qui sont déjà bien préparés. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que l'Afrique est riche? De manière générale, tout le monde dit oui, l'Afrique est riche. Tout le monde le dit. Partout, on sait que l'Afrique est riche. L'Afrique est bourrée de tout type de ressources, ressources minières, pétrolières, etc., cobalt, coltan, etc., etc. Maintenant, la deuxième question, est-ce que les Africains sont riches? Là, ça devient une question à réponse à choix multiples. La première réponse, elle est affirmative, parce que tout le monde le sait, ça saute aux yeux. Mais la deuxième question devient philosophique. Oui, la richesse est intérieure, oui, machin, truc. En fait, de manière globale. Maintenant, quels sont les critères de richesse? Les critères de richesse, c'est que nous soyons capables de bien nous loger, nous soyons capables de bien nous soigner, nous soyons capables de bien nous nourrir, nous soyons capables de voyager, faire du tourisme. Combien d'entre nous, je veux parler par exemple de la globalité africaine, font du tourisme? C'est-à-dire, ils se lèvent un jour, décident d'aller visiter un autre pays. Vraiment, nous sommes englués dans nos train-train quotidiens que ces petites choses-là nous manquent. Donc, tous ces différents paliers, ce sont des critères que nous avons évalués comme étant des critères de richesse pour une communauté. Le problème maintenant, c'est de se poser les bonnes questions. Quelle est la vraie richesse de l'Afrique? Quelle est la vraie richesse de l'Afrique? Parce qu'en fait, la vraie richesse de l'Afrique, ça pend au nez des Africains, mais les Africains ne semblent même pas, ça ne semble pas attirer l'attention des Africains. Pourtant, d'autres peuples ont vu ces richesses-là bien avant nous, mais nous ne les voyons pas. Il y a quelques siècles, la toute première richesse que l'Afrique possédait, qui était visible, vraiment, cette richesse a été pillée, a d'abord, premièrement, été exploitée sans le consentement des Africains eux-mêmes. Et c'est cette richesse aujourd'hui qui a été le socle sur laquelle les richesses ont été créées partout, hormis de l'Afrique elle-même. C'est pour dire quoi? C'est pour dire la première richesse de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. C'est ce que nous représentons en tant qu'Africains. Nous sommes à peu près 1,2 milliard de personnes. Je compte ici ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont sur la terre Afrique. Ensuite, nous avons des afro-descendants, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur. S'il faut réunir toute cette population, toute cette grande communauté, nous allons aller peut-être à 2 milliards ou à peut-être 2 milliards et quelques. En 2050, la population africaine va atteindre à peu près 2,5 milliards de personnes. 2,5 milliards de personnes, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça veut dire que nous représentons à peu près un quart, en termes de population mondiale, un quart de toute la population mondiale. Mais est-ce qu'en termes de richesse, nous représentons un quart? Non, nous ne représentons pas un quart. Alors, il est lieu ici question de se mobiliser. Nous, en tant que peuple africain, en tant qu'Africains, de se mobiliser et de commencer à comprendre que nous sommes d'abord la première richesse. On dit souvent que les gens enlèvent les richesses dans notre continent et on va les transformer ailleurs.
Mais ce qu'on oublie, c'est que la première transformation que nous devons faire, c'est la transformation personnelle. Il y a un éminent professeur qui a justement parlé de ça ici chez nous au Cameroun, que le premier pilier du développement de l'Afrique passe d'abord par la transformation personnelle. Nous devons d'abord comprendre que les valeurs morales sont les valeurs sur lesquelles on doit s'appuyer. Les valeurs morales, parce que nous faisons tous partie d'un écosystème. Et chaque fois que nous choisissons le chemin de la facilité ou bien le chemin de l'entourloupe, on alimente, on déstabilise cet écosystème. Et ça revient vers nous. Je veux prendre par exemple un exemple. Quelqu'un qui ne paye pas, qui essaie de magouiller avec le fisc. Ce fisc-là a besoin d'argent pour arranger les roues. Il magouille avec le fisc. Le fisc n'a pas d'argent pour arranger les trous sur la route. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il a un véhicule? Lorsqu'il se retrouve face à ce trou, ça lui crée des pannes. Il est obligé, il dépense donc sur l'argent. Donc, c'est un écosystème dans lequel nous sortons tous perdants. Dans le premier pilier, c'est la transformation personnelle. Le deuxième pilier, c'est la transformation collective. Donc, nous devons tous avoir à l'image que nous devons faire une transformation collective de manière à pouvoir s'organiser, de manière à pouvoir travailler ensemble. Je parle de ceci parce que ça fait partie de l'économie. Travailler ensemble, générer des richesses, se transformer, pour pouvoir se transformer le socle, la base sur laquelle tu vas recueillir ces richesses, c'est le premier pilier. Parce qu'une richesse sans valeur n'est pas vraiment soutenue. Nous devons travailler des richesses qui puissent être transmises aux générations qui arriveront après nous. Bon, maintenant, je vais m'étaler avant de parler de l'économie numérique proprement dite. Et parce que pour prescrire un bon médicament, il faut faire un bon diagnostic. Il faut voir le vrai problème. Le problème d'abord, ce sont les Africains de manière individuelle et puis maintenant les Africains de manière collective. Il est donc question ici de se mobiliser, de s'organiser et de travailler ensemble. Nous avons la chance qu'il y a des outils de communication comme Internet, tous les outils de communication basés sur le numérique qui sont là, de manière à nous permettre de travailler ensemble à moindre coût. Maintenant, je vais parler de la finance standard. La finance standard, comme nous le savons tous, c'est une finance qui est complètement centralisée. Et étant donc complètement centralisée, elle appartient à un groupuscule de personnes. Après, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il y a des accords de Bretton Woods qui ont été signés. Le dollar étant la monnaie de base. Toutes les monnaies pour acheter de l'or devaient passer par le dollar. L'or était donc l'étalon à ce moment. Et puis après, en 1971, nous avons la fin de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Les États-Unis a perdu beaucoup d'argent au niveau pendant la guerre du Vietnam. Et Nixon décide donc de retirer, donc de soustraire les États-Unis de l'étalon or. Alors, la finance donc, devient plus décentralisée, parce que c'était centralisé sur les États-Unis, ça devient plus décentralisé. Chaque monnaie commence donc à se structurer et avoir sa propre banque centrale. Je parle de là pour dire toutes les monnaies qui existent dans ce monde sont centralisées par une banque centrale. Ce sont eux qui décident de comment est-ce qu'il faut imprimer cette monnaie. Et cette monnaie est imprimée sur la base du stock d'or. Excusez-moi, ce sont les aléas de la connexion. Alors, donc, je disais tantôt que tous les systèmes financiers standards sont centralisés. Donc, nous avons l'euro, le livre sterling, le dollar. Nous sommes sur une base complètement centralisée. Ce système appartient dans les mains de tous les rouages de la finance mondiale. Alors, il se trouve que dans l'histoire, nous sommes péchés de beaucoup de manières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, lorsqu'il faut imprimer les billets, il faut les imprimer en fonction de la quantité d'or, du stock d'or que nous avons. Ils impriment au-delà de cette quantité. Et lorsqu'il y a des soucis d'inflation ou bien de tout autre genre,
c'est le peuple, c'est-à-dire la masse, qui prend les coups et eux, ils ne sont jamais inquiétés. Ça a été dans le cas en 2008 avec la crise des subprimes qui a ruiné beaucoup d'Américains, qui a divisé des familles, qui a créé un désarroi total dans le système financier standard. Alors, il y a un groupe de personnes qui se sont assis, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et qui ont créé donc une révolution grâce à une petite monnaie qu'on a appelée le Bitcoin. Ils ont dit, aujourd'hui, nous allons créer une valeur d'échange qui ne sera pas centralisée. Tout le monde pourra vérifier comment ça fonctionne. Tout le monde pourra être acteur, etc., etc. Donc, ils ont défini donc un certain standard. Et ce standard donc, a donné lieu à ce qu'on a appelé le Bitcoin. Cette révolution a commencé en 2008. 10 ans après, à peu près un peu plus de 10 ans, elle a donné donc, ce que nous voyons. Il est important ici de se rendre compte que l'économie numérique, de manière globale, est basée sur les communautés. Et lorsque nous, en tant que si nous réussissons à créer une communauté forte, soyez-en sûrs que nous serons écoutés. Imaginez un peu que nous serons tous capables de s'entendre et acheter, par exemple, un terrain, je ne sais pas, à New York, à Manhattan, de tous s'entendre, par exemple, pour acheter un terrain en Chine, comme les Chinois le font aussi. En fait, de s'entendre pour faire des choses hors de pays, avoir des espaces à nous, en tant que communauté, pas en tant qu'individu. Grâce à l'économie numérique, nous sommes capables d'arriver à d'atteindre cet objectif. Il suffit qu'on puisse s'organiser de manière à parler le même langage. Les outils de l'économie numérique, comme la blockchain, sont là pour nous aider. Les moyens de communication également sont là pour nous aider. Donc, en ce qui concerne l'économie numérique, en parlant justement de la blockchain, mon confrère Laurent, il va mieux développer ça dans le projet Coricoin qu'il va présenter tout à l'heure, qui est un organisme qui est complètement décentralisé et il entrera dans les détails. Toujours dans le domaine de l'économie numérique, en ce qui concerne les avancées, nous avons également l'intelligence artificielle qui est une avancée aussi majeure dans le domaine de l'économie numérique, qui nous permettra également de rendre plus efficients certaines de nos analyses sur Internet ou bien sur la toile. Nous avons les métavers qui sont en train d'arriver à grands pas. Au moment où on lançait le projet, les métavers n'existaient pas. Le métavers, c'est une technologie qui fera en sorte que des gens soient capables de travailler de chez eux 24 sur 24 sans avoir besoin de vraiment de sortir. Lorsqu'ils se sortiront, c'est ça pour prendre des vacances. En fait, il est question ici d'anticiper sur cette technologie-là, de pouvoir se positionner très rapidement, de manière à ce que dans les 10 prochaines années, que nous aussi, nous soyons les acteurs majeurs de ce système. Nous avons les NFT, qui sont un non-fongible token, qui créent l'unicité sur Internet. Si vous faites par exemple un dessin que vous envoyez à quelqu'un sur Internet, ce dessin peut être copié de manière indéfinie. Mais pourtant, si ce dessin est mis dans la blockchain, il devient unique. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un possède ce dessin, il possède l'original. Il ne peut pas le copier, il ne peut pas le dupliquer, il ne peut l'envoyer à personne. Donc, créer cette unicité fait en sorte que nous avons l'avènement de Internet 3.0 qui fait en sorte qu'avec une seule clé, vous avez accès à toutes vos données personnelles sur Internet. Donc, vous n'avez pas besoin de créer 10 000 mots de passe sur 10 000 comptes, sur 10 000 plateformes différentes. Donc, tout ça est en train d'arriver. Maintenant, il faut que nous soyons positionnés. Et pour être positionnés, il faudrait qu'on travaille ensemble. On doit travailler en synergie. D'où le projet Coricoin. Donc, je vais donc passer la parole à Laurent, qui est le coordonnateur de ce projet, afin qu'il puisse déployer les articulations de ce projet et vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et puis ensuite, bon, je pense que les questions permettront de mieux approfondir la chose. Je vous remercie. Voilà. Merci à toi Serge. Vraiment,
Je vais me présenter très brièvement. Donc, s'il te plaît, comment ça s'appelle? Est-ce que tu peux couper ton micro, Techno Canon, là? Voilà. Merci bien. Je vous remercie déjà tous d'être venus participer à ce webinaire-là. Je sais que le dimanche, beaucoup de gens ont des choses à faire de par leur activité, au niveau de la famille, se reposer, etc., après une semaine bien harassante, et que prendre 1 heure ou 1 heure 30 de son temps pour venir écouter un projet, c'est pas souvent réjouissant, mais vraiment, je vous remercie énormément de vous être vraiment sacrifié aujourd'hui, votre dimanche, pour venir nous écouter. De façon brève, je suis Laurent Baudouin. J'ai investi énormément en crypto-monnaie. J'ai formé également en crypto-monnaie, donc je suis formateur. Et je fais partie du projet en tant que coordonnateur du projet. Ce qu'il faut savoir de façon structurelle, c'est-à-dire que le projet va être mené par une société qui est gérée par Serge Nomo-Zekin, qui s'appelle Africa Financial Market. La société va gérer le projet et donc moi, je vais coordonner le projet à travers Africa Financial Market. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un petit exemple simple. Vous êtes, par exemple, une famille de 5 personnes et vous voulez construire un immeuble, je ne sais pas où, à Douala ou à Yaoundé, etc., etc. Vous ne savez pas construire. Vous prenez donc une société en bâtiment pour construire votre immeuble. Est-ce que l'immeuble va appartenir à la société qui a construit l'immeuble? Non. L'immeuble appartiendra à ceux qui ont financé la construction de cet immeuble. Donc, les donneurs d'ordre, c'est ceux qui ont financé. Donc, ici, le projet tout entier appartiendra à la communauté. Tous ceux qui auront investi, qui auront acheté le token, seront détenteurs du projet, seront propriétaires de cet écosystème-là que nous allons vous présenter. Donc, il faut bien faire la différence. Nous ne venons que construire l'écosystème qui appartiendra à la communauté qui aura investi dans le projet. Donc, bien évidemment, nous-mêmes, en tant que dans la construction, nous pouvons aussi acheter, comme tout le monde, les parts du projet avec l'achat du Coricoin. Donc là, je vais vous présenter très brièvement le projet. 2 petites secondes, le temps d'ouvrir le livre blanc. Ah ouais, il est même ici. Attends. Bon, voilà. Donc, on va démarrer la présentation du projet. C'est le livre blanc. Donc, je vous invite de prime abord à vous connecter à notre site internet qui s'appelle coricoin.org. Et là, vous pouvez télécharger ce livre blanc et le lire de fond en comble pour que vous vous imprégniez réellement le projet. Moi, je vais un peu aller très, très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, il est déjà 15h40, donc il va falloir en 20 minutes qu'on puisse lire très rapidement tout le projet. Donc, je vais vous faire résumer page par page, mais éventuellement, il faudrait que vous-même, vous vous appropriez le projet et vous reveniez vers nous avec le nombre de questions importantes pour pouvoir vous répondre de façon plus appropriée. Donc, le projet va démarrer. Dans un premier temps, on va lire le sommaire de ce que comporte le livre blanc. Donc, il y a présentation générale du projet. Le projet va s'appuyer sur 6 secteurs d'activité, 6 secteurs économiques. Donc, il y a le secteur agricole, la santé, l'éducation, l'immobilier, le secteur transport et tourisme et le secteur écologique. Après, il y a la mise en place de la crypto-monnaie, il y a la mise en œuvre de la blockchain, il y a après la mise en œuvre de l'exchange et de l'application, le plan de déploiement,
l'organigramme et les différents partenaires que nous avons déjà, qui nous suivent dans le projet. Donc, on va très rapidement présenter de façon générale le projet. Excusez-moi un peu, je suis un peu grippé, donc j'aurais parfois à tousser et puis à éternuer, donc ne vous inquiétez pas. La première monnaie africaine d'échange de valeur fut le Cori. Celui-ci est encore présent dans le quotidien de chaque Africain de façon traditionnelle ou artistique. Notre objectif principal est de révolutionner les échanges monétaires en Afrique en particulier et dans le monde en général. Dans cette nouvelle technologie qu'est la blockchain, ainsi impactée de manière considérable et significative cette nouvelle économie numérique, nous avons choisi de façon unanime que le nom du token est CoriCoin, qui est l'union de deux termes, Cori et Coin, un sigle en abrégé CAC. Donc, il faut bien comprendre que le CoriCoin est parti d'une idée générale ou d'une réflexion générale et on s'est dit, comme il y a eu par le passé, le Cori a été utilisé comme monnaie d'échange en Afrique, pourquoi ne pas créer une crypto-monnaie qui va porter ce nom-là? Donc, le CoriCoin est une crypto-monnaie anonyme. Donc, ça veut dire qu'elle ne porte pas le nom de quelqu'un. C'est le nom d'un Cori, de quelque chose qu'on a toujours utilisé en Afrique, qui n'est ni la représentation d'un individu. Ça veut dire que ce n'est pas Laurent Baudouin tout seul qui s'est mis dans un coin et qui a dit « c'est moi le CoriCoin ». Non. Ni la vision d'aucun gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun gouvernement africain ou un autre gouvernement à travers le monde qui fait partie de ce projet-là. Elle est à l'origine le résultat d'une réflexion commune. Donc, ça veut dire qu'à l'origine de la création du CoriCoin, c'est une réflexion de plusieurs personnes qui se sont mises ensemble et qui ont dit, voilà, pourquoi pas. Et la réflexion d'une vision commune sur l'économie numérique pour les Africains et par les Africains. Elle va évoluer en fonction de sa communauté et avec la confiance de sa communauté vis-à-vis du projet. Le CAC vient également rapprocher la diaspora africaine à travers le monde qui a de l'épargne et souhaite investir en toute sécurité sur le continent africain avec cette jeunesse qui déborde d'ingéniosité et des projets, mais qui manque considérablement de financement. Donc, c'est vraiment un outil qui va venir vraiment apporter un développement du continent africain. Enfin, le CAC vient démystifier la monnaie numérique et permettre les échanges de valeurs en Afrique en particulier, dans le monde en général. Son utilisation dans les 6 secteurs économiques que nous allons aborder, dans ce projet va permettre la création d'1 million, voire plus d'emplois directs et indirects en 5 ans sur le continent africain. Et vraiment, je pèse mes mots parce que cette économie numérique que nous ne voyons pas, parce que quand tu vends quelque chose de physique, tu vends, la personne te paye avec les billets, ça tu vois, tu peux compter ça. Mais de façon numérique, on ne voit pas. Quelqu'un achète à travers son téléphone, à travers son ordinateur, à travers des interfaces que beaucoup de gens ne peuvent pas voir. Donc, les gens ont beaucoup d'argent dans leur téléphone, ont beaucoup d'argent dans leur compte, leur wallet, etc., pour ceux qui connaissent la crypto-monnaie. Donc, c'est une économie qui n'est pas visible. Donc, les changements qui sont en train d'arriver, qui sont en train de venir avec cette nouvelle dynamique de l'économie numérique, il va falloir qu'on puisse les orienter en emploi réel. Donc, je suis persuadé que dans les 5 ou les 10 prochaines années sur le continent, il y aura une création d'1 million d'emplois, voire plus, dans le secteur de l'économie numérique. Donc, c'est une aubaine pour la jeunesse africaine. C'est une aubaine de rentrer dans ce genre de projet pour comprendre c'est quoi l'économie numérique. Donc, les secteurs qui seront visés de très rapidement, c'est un résumé.
Donc, j'invite vraiment tous ceux qui sont là à aller télécharger le livre blanc et le lire entièrement. Donc, le premier secteur qui va être visé par cet écosystème blockchain, exchange et application avec possibilité de géolocalisation. Le premier secteur, donc, ça sera l'agriculture. L'agriculture qui est un secteur primordial pour se développer sur le continent parce qu'une autonomie agricole est très importante. On n'aura plus à importer des nourritures qui viennent de l'étranger. On va être autosuffisant. Donc, il va falloir, par le biais de cette blockchain-là et des frais que ça va générer, il va falloir développer ce secteur-là qui est un secteur encore primaire en Afrique. Donc, de façon générale et mon résumé très rapidement sur la page sur le secteur agricole qui est très volumineux, là, donc vous allez pouvoir lire de façon en détail, c'est que l'agriculture est encore très primaire, mais la blockchain va venir en fait organiser ça mieux. Et les frais de transaction qui vont être générés, parce qu'on va arriver sur le plan technique, la blockchain que nous souhaitons créer est une blockchain où 50% des frais de transaction vont permettre de financer les projets dans ces 6 secteurs-là. Donc, les autres 50% vont rémunérer les mineurs. Bon, je suppose que beaucoup de gens qui sont là ne connaissent pas l'univers crypto-monnaie, mais le minage, en fait, c'est l'activité qui permet de sécuriser la blockchain. Donc, il faut rémunérer cette activité-là. Donc, le premier secteur, c'est l'agriculture, qui est un secteur primordial pour le développement du continent. Le deuxième secteur, c'est la santé. Comme on dit, bien évidemment, quand on n'est pas en santé, on ne peut pas produire, on ne peut pas créer de la richesse, on ne peut rien faire. Et l'Afrique aujourd'hui, on ne va pas dire est démunie, il y a des centres d'hôpitaux, il y a des hôpitaux de référence, etc., etc. Mais l'Afrique aujourd'hui souffre quand même d'une carence très importante en termes de médecins, en termes de plateaux techniques, en termes de formation médicale, etc., etc. Et donc, ce secteur-là est très intéressant aussi à développer à travers notre projet blockchain, exchange et application géolocalisables. Le troisième secteur, c'est l'éducation. Donc, on se soigne, on se nourrit, on se soigne et on se forme pour encore être beaucoup plus performant. Donc, l'éducation aussi, c'est un pilier très intéressant pour le développement du continent africain. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de nous former, pas uniquement de former les élèves à la petite école, etc., mais il faut aussi former au niveau des cadres qui vont forcément porter des projets, qui vont forcément diriger et qui vont forcément créer de la richesse et créer de la valeur. Donc, la formation, c'est un outil très important et la blockchain va apporter cet avantage-là comme c'est un grand registre où les informations circulent et sont sécurisées. On ne peut pas falsifier les informations sur cette blockchain-là. Donc, cette blockchain va pouvoir vraiment former et apporter de la formation aux gens, aux Africains sur le continent africain, à tout le monde, etc. Donc, le secteur éducatif est très intéressant aussi et il est un des troisièmes piliers. Le troisième secteur, le quatrième plutôt, le quatrième secteur, autant pour moi, le quatrième secteur, c'est l'immobilier. J'ai écouté Serge dire en 2050, on sera 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants, il faut se loger. Donc, c'est aussi un secteur très, très, très important pour le développement du continent. Les populations vont migrer vers les grandes villes. Donc, il faudra construire de plus en plus de bâtiments, il faudra construire de plus en plus de logements aux normes et des logements qui répondent aux attentes
des gens qui vont se déplacer. Donc, c'est un secteur aussi très important. Les 10 prochaines années, le continent africain aura besoin de se construire en termes d'immobilier, en termes d'habitat, en termes de plein de ressources comme ça. Donc, c'est un secteur très, très important qui prend, dont la blockchain prend en considération. Donc, c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger. Dans les 10 prochaines années, la population africaine va encore se décupler plus que jamais. Donc, c'est un secteur à prendre en considération. Le cinquième secteur d'activité, c'est le transport et le tourisme. Le transport et le tourisme, bien évidemment, c'est la même analyse que l'immobilier. Puisqu'on sera beaucoup plus nombreux, il va falloir se déplacer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un secteur qui va être très, très, très sollicité en termes de se déplacer sur le continent africain. Donc, et ça va de pair avec le tourisme. Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui est un continent très peu visité par les Africains. L'Afrique aujourd'hui, tout le monde cherche à aller ailleurs, voir ailleurs, etc. Mais on ne cherche pas à aller voir les réserves du Kenya, la beauté en Égypte, etc., etc., la savane, etc., les belles plages au Sénégal, etc., etc. Tout le monde rêve d'aller ailleurs, alors que l'Afrique regorge touristiquement tout ce qu'il y a ailleurs. Et le transport et le tourisme vont s'imbriquer. Et c'est la raison pour laquelle, dans le projet Coricoin, nous avons intégré ce secteur d'activité qui sera aussi un secteur primordial pour le développement du continent. Le dernier secteur d'activité, c'est l'écologie. L'écologie, comme on le dit très souvent, dans toute transformation, dans toute révolution, dans toute industrialisation, il y a toujours, tout se fait toujours au détriment de l'écologie. Parce que lorsqu'on va venir construire de façon dans l'immobilier, etc., on va détruire des forêts. Lorsqu'on veut produire beaucoup plus, on va détruire des arbres. L'écologie est au centre même de notre projet. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on puisse construire, bâtir le continent sans détruire notre nature, en préservant notre écosystème, nos animaux, les singes, les éléphants, les lions, tous ces animaux-là qui font partie de notre écosystème. En nous développant, il ne faudrait pas que l'on puisse détruire aussi cet écosystème-là qui est très, très riche, qui a une diversité et qui est important pour notre continent. Donc, voilà les 6 secteurs sur lesquels la crypto-monnaie Coricoin va s'adosser et dont le projet blockchain va s'appuyer pour pouvoir développer le continent dans un futur très, très proche. Donc là, on va déployer la mise en œuvre de la crypto-monnaie. Donc, ce qu'il faut savoir, ça avance un peu vite. Ce qu'il faut savoir, la mise en œuvre de la crypto-monnaie. Donc, dans un premier temps, nous avons créé donc le Coricoin. C'est un token BEP20. Donc, nous l'avons créé sur la blockchain Binance Smart Chain. C'est une blockchain qui n'appartient pas aux Africains, qui appartient à un Chinois. C'est celui qui détient Binance, c'est un Chinois. Et cette blockchain-là, on est allé créer le Coricoin et on a payé des frais exorbitants de transactions pour créer ce token-là. Donc, on a donc créé ce token-là afin de lever les fonds pour pouvoir déployer la suite du projet. Donc, la blockchain Coricoin, lorsqu'elle sera créée et elle sera opérationnelle, le token va migrer donc sur cette blockchain-là et va devenir un coin et jouer son rôle de valeur refuge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une crypto-monnaie est créée sur une blockchain qui ne lui appartient pas, ça s'appelle un token. Le jour où on créera la blockchain Coricoin et on va déployer le Coricoin sur cette blockchain-là,
eh ben, le Coricoin va devenir un coin à part entière. Il aura sa propre blockchain et il pourra se déployer dans cette propre blockchain-là. Donc, nous avons créé 100 millions de Coricoin, qui est un nombre invariable et qui considérablement va augmenter la valeur du Coricoin. Donc, le numéro de contrat est bien précis. Si vous avez besoin de ce numéro de contrat pour aller vérifier, il n'y a pas de souci, vous revenez vers nous. La répartition globale des 100 millions, c'est réparti dans un premier temps à la vente, et on a prévu 40%. Donc, ça fait 40 millions des Coricoin qui est prévu pour la vente. Il y a une réserve au cas où il y a des besoins de liquidité qui est de 20%. Il y a 20% qui est prévu pour des gros investisseurs et il y a 20% qui est prévu pour l'équipe qui est en train de travailler et qui est en train de, pour l'instant, travailler bénévolement parce que il faut bien que je le dise et je le répète, le projet a démarré avec rien du tout. On a démarré vraiment avec la bonne volonté de tout un chacun. Chacun est venu mettre la pierre à l'édifice. Et je tiens encore à remercier vraiment tous ceux qui sont en train de participer à l'élaboration de ce projet-là. Donc, 20% qui sera prévu pour l'équipe et qui est bloqué pendant 3 ans. Donc, c'est bloqué pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que nous souhaitons d'abord réaliser le projet avant de récolter les fruits du projet. Nous sommes dans un projet qui est un projet à long terme ici. Donc, nous ne sommes pas pris par le côté il faut qu'on gagne très rapidement. Non, on veut d'abord réaliser cette autoroute-là de l'écosystème numérique, de l'économie numérique digitale. Il y a une autoroute qui est en train d'être construite, c'est exactement cette autoroute-là, c'est la blockchain, l'exchange et l'application. Tant qu'on ne crée pas ça, on sera toujours assujetti aux technologies des autres. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés et nous avons dit, il faut que nous prenions le taureau par les cornes et nous créons notre propre blockchain. Donc là, c'est le camembert pour la représentation de la répartition du token, comment ça va être réparti. Nous avons déjà créé un site Internet donc, qui est www.coricoin.org. Donc, le site est déjà opérationnel. Vous pouvez y aller et télécharger, par exemple, le livre blanc dont je suis en train de vous lire et éventuellement revenir et vous inscrire aussi parce qu'il y a une interface utilisateur où vous pouvez vous inscrire et même commander vos Coricoin et éventuellement. Donc, là, la stratégie de construction de la communauté, parce que nous sommes persuadés que nous voulons une communauté la plus forte possible. Parce que c'est dans un premier temps, la communauté qui va utiliser la technologie que nous allons mettre en place. Dans un second temps, s'il y a une forte communauté, ça va dans un premier temps réduire le risque en termes de risque à prendre pour investir dans le projet. Et dans un troisième temps, la communauté va aussi porter, et c'est pour ça que nous voulons une communauté la plus forte. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va porter le projet. Moi seul individuellement, ou Collins, ou Serge individuellement, ne peut pas porter ce projet-là tout seul. Donc, il faut une communauté très forte pour porter ce projet-là. En l'occurrence, dans le livre blanc, nous avons dit notre objectif est de bâtir la communauté la plus forte, au minimum 1 million de personnes à travers le monde autour de ce projet. C'est possible, car l'Afrique, elle seule, possède plus d'1 milliard de personnes déjà, sans compter sa diaspora et les Caraïbes. Donc, notre stratégie est de créer un groupe dans chaque pays, permettre aux différentes personnes dans chaque groupe de se connaître et d'échanger autour du projet afin que chacun puisse contribuer et apporter sa pierre à l'édifice. Si nous sommes nombreux, le risque sera amoindri. C'est-à-dire, si nous sommes 1 million de personnes, comme nous souhaitons l'objectif,
et que chacun injecte seulement 10 $, ça fait 10 millions de dollars. Donc, nous sommes capables de nous réunir et que chacun puisse injecter 10 $. Et c'est la raison pour laquelle je vais revenir là-dedans. Je ne sais pas si beaucoup de gens qui sont ici là ont déjà participé à des projets crypto-monnaies. Les projets crypto-monnaies, moi, j'en ai participé à pas mal de projets crypto-monnaies et d'ICO. Le ticket d'entrée est au minimum, dans certains projets, le ticket d'entrée est au minimum 100 $. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, comme nous voulons la communauté la plus large possible et la plus forte possible, nous mettons le ticket d'entrée à 10 $. À 10 $. Et les 10 $ là, si, comme nous l'espérons, nous sommes 1 million, ça fera 10 millions de dollars. Parce que créer une blockchain, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une mince affaire. Sinon, sur le continent, il y aurait déjà une pléthore de blockchains. Mais c'est une affaire qui coûte énormément d'argent, énormément d'argent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert donc la possibilité à tout le monde d'investir. Et nous le répétons encore, et moi-même je le répète encore, investir l'argent dont on est prêt à perdre. Investir l'argent dont on est prêt à perdre. Ça, c'est notre slogan et nous allons le marteler, le marteler. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que sur le continent africain, beaucoup de gens sont trompés par des investissements en crypto-monnaie et mettent tout leur argent sans même réfléchir aux risques qu'ils prennent et sont, comment on va dire ça, ils sont convaincus qu'ils vont gagner énormément d'argent parce qu'on leur promet des rentabilités énormes et exorbitantes et à la fin se retrouvent au bout de 6 mois à ne plus récupérer leurs fonds. Donc, il faut bien mesurer le risque et c'est la raison pour laquelle on implore les gens à mettre l'argent dont ils sont prêts à perdre. Le risque de l'un n'est pas le risque de l'autre. Donc, le minimum est bien défini, c'est 10 $ pour rentrer dans le projet. Et quand on rentre dans un projet comme ça, ça permet aussi d'apprendre tout le projet avec tous les avantages que ça va apporter et même en termes de création d'emplois, de pouvoir se former à des nouveaux métiers du futur. Donc, c'est intéressant de rentrer dedans et moi, j'incite le nombre de personnes qui est là à rentrer vraiment dans ce genre de projet. Donc, nous allons déployer ce projet-là et donc, on a déjà même démarré l'ICO. Donc, nous allons déployer donc une ICO qui est une ICO classique en 7 rounds. Le CoreCoin sera vendu donc, dans un premier temps, dans le premier round de l'ICO, donc qui a démarré là le 1er février, donc est vendu à 0,05 $. Et tous les 2 mois, ce montant va évoluer de 0,01 $. Donc, à la fin de l'ICO, le CoreCoin entrera sur les marchés à 0,11 $. Donc, voilà le schéma un peu rapide des 7 rounds. Une fois, donc on rappelle bien, une fois sur les marchés, la valeur du CoreCoin répondra à la loi de l'offre et la demande. Et chaque investisseur, selon son gré, pourra vendre et acheter le CoreCoin. L'équipe ne vendra plus aucun CoreCoin. Donc, voilà. Le but donc de la blockchain. Donc, il faut qu'on sache pourquoi on crée une blockchain. Bien évidemment, je vais un peu aller au pas de course parce que le temps nous fait défaut. En 10 ans, la technologie blockchain est devenue l'arme providentielle et la révolution numérique. L'Afrique a l'obligation de ne pas manquer ce passage-là, comme l'a rappelé Collins. On a déjà raté la révolution agricole, on a raté la révolution numérique, on a raté la révolution Internet. Il est hors de question que nous rations la révolution blockchain. C'est primordial pour le continent et nous devons donc nous mobiliser pour ça. Donc, une nouvelle ère, au passage de cette nouvelle ère, elle est la réponse à toutes nos attentes et le chaînon manquant à l'émancipation et l'émergence de l'Afrique.
la sécurisation. La blockchain nous offre l'inviolabilité de son protocole. La codification est une technologie unique au monde qui nous rend obsolète tout concept de coffre-fort physique et qui élimine considérablement les intermédiaires. Grâce à la blockchain, vos valeurs données sont insaisissables, infalsifiables et qui est plus, elles ne sont pas localisables. Donc, tout ça concourt à la sécurisation de vos données, à la sécurisation, et Serge là, par exemple, anticipé avec les NFT, etc., qui est de l'art numérique que demain, l'Internet 3.0 va permettre de sécuriser ces informations, d'être propriétaire de ces informations, et ça sera à toi de le vendre à qui tu veux. Au jour d'aujourd'hui, avec l'Internet 1.0, on peut accéder à vos informations librement. N'importe qui peut copier et coller vos informations n'importe où. L'Internet 2.0, c'est l'Internet du contenu. Donc, les gens, au jour d'aujourd'hui, avec WhatsApp, Facebook et YouTube, on peut créer du contenu et le partager. Et l'Internet 3.0, ça sera l'Internet où on pourra posséder ce que nous avons créé et le vendre à qui nous souhaitons. Donc, voilà en très, très peu de temps le résumé de comment va être la blockchain. Les applications illimitées et moins d'énergie consommée parce que notre blockchain va être du proof of stake. Ça ne sera pas du proof of work qui est vachement énergivore, et un proof of stake, si nous avons la communauté la plus large, ça sera vraiment comme tout le monde pourra miner la blockchain et pouvoir vraiment décentraliser encore plus cette blockchain et la rendre beaucoup plus scalable. Les frais de transaction sur la blockchain, donc c'est ce que nous avons expliqué, bien évidemment, et qui va rendre notre blockchain beaucoup plus, qui sera différente des autres. C'est que nos frais de transaction sur la blockchain, s'il y a 1 million de personnes qui utilisent cette blockchain-là, ça va faire beaucoup de frais de transaction sur cette blockchain. Et donc, 50% des frais de transaction sur cette blockchain vont être attribués aux mineurs qui vont miner, qui vont sécuriser la blockchain. Donc, 50% vont être attribués à ces mineurs-là, et les autres 50% restants vont permettre donc de réaliser les projets dans les 6 secteurs d'activité que nous avons énoncés plus haut. Donc, les 50 autres pourcents là vont être votés par la communauté. Donc, tous ceux qui posséderont le Coricoin pourront décider de créer, par exemple, un puits au Burundi. Ça ne sera pas Serge ou Laurent Baudouin ou Serge Ndomo-Zekin qui va dire, moi, je vais aller faire le puits dans mon village. Non, parce que non, c'est la communauté qui possédera le Coricoin qui ira voter et dire, ce projet-là est pertinent avec ce nombre de moyens. Nous allons, par exemple, créer une centrale de panneaux solaires au Sénégal ou au Nigeria ou dans n'importe quel pays africain. Donc, les frais de transaction, là, au lieu de rester dans la blockchain, vont permettre de financer les projets dans les 6 activités, dans les 6 secteurs économiques et mentionnés plus haut. Donc, il faut bien prendre conscience que la communauté aura un rôle important. Il faut qu'on sache clairement qu'on est détenteur de quelque chose qui va permettre de changer les choses. Et on est, en tant que communauté, on va être partie prenante de l'évolution du continent. Donc, c'est pour ça que nous voulons des gens qui sont vraiment motivés, habités par l'intérêt de changer les choses sur le continent. Pas des gens qui viennent juste mettre leur argent pour gagner de l'argent. Parce que l'autoroute que nous sommes en train de créer, c'est quelque chose qui va forcément gagner, mais dans un futur un peu plus loin, dans les 5 ans. Moi je ne vois pas le gain au jour d'aujourd'hui ou demain. C'est au moins dans les 5, voire les 10 prochaines années. Donc, il faut être conscient de ça. Et c'est la raison pour laquelle on cherche vraiment une communauté forte. Donc, à travers la blockchain, on pourra créer des smart contracts
donc ici en D. Le minage, donc bien évidemment, j'ai expliqué, ça sera du proof of stake. Le proof of stake qui est la preuve de l'enjeu, c'est-à-dire que on va mettre en gage sa crypto-monnaie pour pouvoir miner la blockchain. Ça sera différent du proof of work qui est la preuve de calcul, la preuve de travail, qui est beaucoup plus énergivore, où il faut des machines, etc., des grosses machines pour pouvoir miner la blockchain, donc la protéger, etc., etc. Donc, avec cette méthode-là, il y a une particularité de la scalabilité qui sera très intéressante et avec une forte communauté, on aura une décentralisation beaucoup plus importante. L'impact de la blockchain dans le continent africain, grâce à cette technologie, nous pourrons alors, en toute transparence, contribuer au développement de l'Afrique et transmettre aux jeunes générations un outil qui, nous l'espérons, fera rentrer notre continent dans cette nouvelle ère de l'économie numérique par la grande porte. Donc, mes chers amis, voilà à peu près à quoi va servir cette blockchain-là, cet écosystème. Donc, voici le schéma. Donc, je vous invite à télécharger encore ce livre blanc-là et vous approprier vraiment tout le livre blanc, le lit de fond en comble et nous revenir pour nous poser plusieurs questions. Bon, pourquoi l'exchange? On veut faire un environnement complètement global sur lequel va s'articuler le CoinCoin. Donc, on va faire la blockchain qui va protéger le CoinCoin. Donc, quand tu mets ton CoinCoin dans la blockchain, c'est infalsifiable, personne n'a les codes d'accès que toi tu as, etc., etc. Personne, c'est protégé par la blockchain. Maintenant, quand tu veux vouloir le vendre, il va falloir que tu passes par un exchange. Il va falloir que nous-mêmes, nous créons notre propre exchange pour pouvoir vendre le CoinCoin et l'échanger avec d'autres crypto-monnaies. Donc, je vais lire très brièvement. Dans cette économie numérique qui arrive à grands pas, maîtriser la loi de l'offre et la demande est un maillon essentiel afin d'assurer la pérennité du CoinCoin. Les tokens créés sur les blockchains smart chain, smart contracts pourraient être échangés sur cet exchange. La solution apportée par l'exchange, l'autonomie de l'écosystème, la maîtrise des marchés, la loi de l'offre et la demande, les coins pourront s'échanger avec les autres crypto-monnaies. Donc, c'est ce qui est bien avec l'exchange qui va être déployé aussi et qui fait partie du projet. L'application avec l'option géolocalisation. Pourquoi l'application avec géolocalisation? L'application va être l'interface utilisateur. Elle sera le trait d'union entre l'exchange, la blockchain et les utilisateurs. Elle disposera également de l'option qui permettra à l'utilisateur de pouvoir se géolocaliser lorsqu'il faudra payer une commodité. Exemple, l'utilisateur souhaite se restaurer. Grâce à l'option, il pourra identifier rapidement les restaurants proches de lui qui acceptent les règlements en CoinCoin. Donc, bien évidemment, l'écosystème, c'est la blockchain, l'exchange et l'application avec géolocalisation, avec l'option géolocalisation. Donc, tous les trois font partie du projet. Donc, là, je vous présente très rapidement et très brièvement la roadmap. Donc, la roadmap, ça a démarré, donc le lancement du projet CoinCoin a démarré en avril 2021. Le lancement de la communauté CoinCoin Community, c'était mai 2021, donc l'année dernière. La création du site Internet, c'était août 2021, donc on a créé le site Internet. La création du token BEP20, septembre 2021, donc on a créé le token en septembre. Là, on a testé sur le réseau fermé en novembre 2021 et nous lançons l'ICO le 1er février 2022. Donc, nous avons lancé là le 1er février 2022 l'ICO. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait une conférence pour expliquer clairement où l'on va. Et on va multiplier de plus en plus ces conférences-là. Donc,
Par exemple, le dimanche prochain, il y aura une autre conférence pour recevoir vos questions et en parler un peu plus. Et je pense que Serge et Collins vont participer à des conférences physiques. Par exemple, le 9 au Cameroun, à l'Université du Jet, il y aura une conférence aussi où on parlera du projet Corecoin. Donc, après, entrer sur les marchés d'exchange le 1er janvier 2023, la création de la blockchain qui est prévue en janvier 2024, la migration du token BEP vers sa blockchain en février 2024, la création de l'exchange décentralisé en mars 2024, le premier smart contract sur la blockchain, donc qui sera un stablecoin, est prévu en mars 2024, la création de l'application avec la fonction géolocalisation, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait le stablecoin pour pouvoir mettre dans le pays et de stabiliser leur crypto-monnaie. Donc, l'application va se créer en mars. Donne-moi un peu le feed là. Pour que maman a demandé à nous. Premier smart contrat projet test sur la blockchain, ça sera en mai 2024. Donc, bien évidemment, ça, c'est l'organigramme de l'équipe. Donc, vous pouvez bien voir, il y a Serge, il y a moi, il y a Collins, il y a d'autres collaborateurs qui participent au développement du site Internet. La création du token a été réalisée par des jeunes, des programmeurs, etc. Je tiens vraiment à saluer cette équipe-là parce que le projet est basé vraiment sur du volontariat. Et au jour d'aujourd'hui, nous attendons énormément de la communauté pour pouvoir faire décoller le projet. Donc, c'est des jeunes dynamiques qui ont porté le projet avec nous aussi, en partenariat aussi avec, vous allez par exemple voir ici, l'entrepreneuse Chantal Lewat, qui est une personne très importante et très influente dans le projet. Il y a plein d'autres personnes comme ça là, qui soutiennent le projet. Donc, pour finir, on va voir les partenaires du projet. Donc, ça, c'est des startups qui soutiennent le projet et qui accompagnent le projet. Donc, voilà à peu près les partenariats et on va encore multiplier les partenariats en fonction de l'évolution du projet, etc., etc. Donc, ce n'est pas une liste fermée. Il y a toujours à arriver et à venir dans le projet, il y a toujours des possibilités d'entrée. Donc, après, là, c'est la fin. Donc, toute l'équipe et la communauté Corecoin vous remercie d'avoir lu ce projet. C'est ensemble que nous construirons l'Afrique de demain. Passons à l'action. Donc, voilà, moi, pour conclure, vraiment, je voudrais vous remercier et d'avoir pu écouter ce projet. Les questions, on va répondre à toutes vos questions en toute transparence. Je sais qu'il y aura énormément d'interrogations. Il y a des nouveaux qui rentrent dans la crypto-monnaie, mais il n'y a pas de raison. Nous allons accompagner tout le monde. Personne ne restera sur le bord du chemin. Il faut que nous nous approprions cette technologie-là et que nous soyons fiers de cette technologie. Et plus nous serons nombreux à l'utiliser et à partager cette technologie, plus nous allons faire évoluer le projet et faire évoluer la valeur du Corecoin. Donc, voilà en quelques mots le véritable projet. Je sais qu'il a été très, très long, mais il fallait expliquer de long en large comment le projet est monté et comment les imbrications de comment ça va s'opérer. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Collins et je pense qu'on va répondre aussi aux questions. Donc, Collins, tu as la parole. Ok, merci Laurent. Merci, bonsoir à tout le monde. Je pense qu'il y en a encore qui sont arrivés alors qu'on avait déjà démarré la conférence. Et ce que nous sommes en train de faire, Serge, Laurent, Franck, et bref, toute l'équipe de développement et de mise en place, de déploiement de cette technologie,
nous sommes en train de vouloir révolutionner la fonction économique en Afrique dans tout son ensemble. Et Laurent, tout à l'heure, a donné beaucoup d'explications, mais je pense qu'il a utilisé aussi tellement de termes techniques. C'est normal, c'est un technicien. Ce que je vais vous faire comprendre d'une manière simple, c'est que nous sommes arrivés, le monde entier est arrivé à la 3e phase de développement économique. J'ai dit ça à l'introduction, avant l'ouverture, avant le démarrage de cette conférence. On est à la 3e ère économique. On a passé la période de l'agriculture. Vous voyez qu'au Cameroun, je prends le cas du Cameroun particulièrement, on importe encore le riz du Vietnam, de l'Inde, de la Chine, du Pakistan, de la Thaïlande et autres. Ça veut dire que sur ce plan, on a échoué. On est arrivé à l'industrialisation. Là, n'en parlons plus, c'est grave. Tout ce que nous avons chez nous, nous l'avons importé. Jusqu'au cuir-dent que nous utilisons sur la table, ça vient de la Chine. Parce que nous n'avons pas d'industrie en local capable de produire de manière à satisfaire la demande de la population. C'est ça la situation réelle de l'Afrique. Enfin, nous sommes arrivés à l'ère où on ne nous demande même plus de grosses machines. Regardez comment nous avons fait cette conférence aujourd'hui. Chacun a simplement soit un laptop ou un smartphone, et puis nous avons créé une salle virtuelle. On est donc dans une époque où c'est le cerveau qui est la matière première. On appelle ça l'économie du cerveau, l'intelligence artificielle. Et l'Afrique encore est en train d'échouer cette phase d'économie. Parce que si on ramène cela au niveau de l'économie numérique, au niveau de la crypto-monnaie, vous allez voir qu'au-delà du monde entier, on a près de 9000, si je ne me trompe pas, plus de 9000 crypto-monnaies qui existent déjà, et qu'en Afrique, on en a moins de peut-être 15. C'est un gros problème. C'est un indicateur assez alarmant. Quelque chose dont l'Africain peut en être fier. Voilà l'idée même du projet. Et ce que nous attendons de vous ce soir, parce que vous êtes des personnes, il y en a ici qui me connaissent, qui me suivent, peut-être d'autres sont même des apprenants que j'accompagne. Donc, vous savez quelle est la philosophie que nous avons. Vous nous avez écoutés à maintes reprises. On était à la conférence en présentiel à l'Ewat Hotel. On était dans les présentations à gauche et à droite. On se retrouvait aujourd'hui. Ce que nous attendons de vous, ce n'est pas simplement d'être des followers passifs, c'est que vous preniez de l'action, c'est-à-dire que vous entriez dans ce projet avec nous. Parce que notre rêve est grand. Notre rêve est aussi grand que communautaire. Nous voulons que vous embarquiez dans ce projet avec nous afin qu'ensemble, nous puissions continuer le développement que nous avons déjà initié. Laurent, tout à l'heure, a martelé sur les avancements que nous avons déjà faits. Il y a un site web qui est déjà opérationnel, il y a le token qui avait déjà été créé, il y a l'ICO où nous sommes déjà depuis le 1er février. Ça prouve que malgré les ressources assez diminuées, nous parvenons néanmoins à avancer. L'Afrique ne pourra pas se développer si elle n'est que consommatrice des produits agricoles, consommatrice des produits industriels, consommatrice des services technologiques. C'est très marrant pour nous. On ne pourra pas se développer en consommant tout simplement. Nous devons produire. Et nous avons donc mis cette unité de production virtuelle en place pour que l'Afrique aujourd'hui puisse écrire son nom en des lettres d'or dans la phase de la transition économique où nous nous trouvons. Donc, je vous invite sincèrement
à nous rejoindre. Je vais partager, j'ai créé un petit groupe tout à l'heure là, lorsque je communiquais sur cette conférence. Je vais partager le lien directement pour que vous puissiez accéder. D'ailleurs, dans le chat tout à l'heure, Serge a partagé le lien pour accéder au site. Je vais repartager cela dans le groupe. Ceux qui veulent prendre de l'action dans le site, qu'ils aillent dans le site déjà s'enregistrer pour faire partie de la communauté. Vous créez déjà au moins votre login dans le site pour faire partie de la communauté. Et partant de là, vous allez avoir tellement de ressources et de matériel qui vous permettront d'avancer, de comprendre un peu plus sur l'économie numérique, sur la crypto-monnaie. Téléchargez ce livre blanc, il est disponible gratuitement dans le site. Téléchargez-le et lisez pour comprendre comment est-ce que nous nous sommes organisés et quelle est la vision derrière le projet que nous sommes en train de développer. Donc, une fois de plus, moi, je vais remercier l'équipe. Laurent l'a fait tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur qui peuvent comprendre quel est le degré d'effort physique, mental, psychologique qu'il a fallu déployer pour arriver à ce niveau. Donc, une fois de plus, je vais féliciter cette équipe, remercier tous ces bénévoles-là qui se sont engagés à sacrifier de leur talent et de leur temps pour que nous puissions arriver à ce niveau. Donc, moi, je vous appelle à passer à l'action. Allez dans le site. On vous a dit, le plus petit investissement que vous pouvez faire ici à l'intérieur, c'est 10 $. Quand je calcule ça en francs CFA, ça fait 6 000 francs, 6 100 francs par là. C'est moins d'un casier de bière. Et Dieu seul sait combien de casiers nous ingurgitons par mois. Donc, c'est moins d'un casier de bière. Et je pense qu'on peut prendre le risque d'un casier de bière dans l'optique de sécuriser un futur plus promoteur, plus stable et plus glorieux. Je pense qu'on peut prendre ce risque-là. Avec 6 100 francs, on peut s'engager. Nous allons à présent prendre des questions parce que je peux imaginer que vous avez des questions. Nous allons prendre quelques questions. La suite des questions, on va répéter ce même webinaire dimanche prochain. Donc, s'il y a d'autres préoccupations plus importantes, sachez que nous pouvons reporter ça pour dimanche prochain. Et ce sera comme ceci tous les dimanches. On va s'entretenir dans l'optique de mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, Laurent, j'en ai terminé et je laisse la parole à la salle pour que quiconque a une question à poser puisse poser sa question. OK, ça marche. Merci, Colin. Merci. Si vous avez une question, activez votre micro et puis posez la question. Bonsoir tout le monde. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir, parlez, on vous écoute. Merci. Je suis le docteur Ndongo. Merci pour l'invitation et merci pour cette brillante présentation, même comme je l'ai pris en coup de chemin. J'ai trouvé le projet que je tiens déjà à vous féliciter pour ça. C'est un très grand projet. Et ma question, la voici. La crypto-monnaie aujourd'hui est victime d'une certaine désaffection du grand public, une certaine peur en raison des gros échecs et de risques trop élevés qu'on a eu enregistrés sur la question. Beaucoup de communautés qui ont été créées autour de crypto-monnaies ont connu un échec que les médias ont participé avec la complexité des banques classiques à amplifier. Ma question est de savoir quelle est souvent la faille habituelle de ces crypto-monnaies et comment est-ce que dans ce projet actuel, quelles sont les dispositions qu'on a prises pour ne pas se retrouver dans la même situation. Là, pour que ça puisse, n'est-ce pas, encourager les investisseurs à prendre des risques en sachant qu'il est un peu plus minimisé qu'avant. Merci.
Je vais répondre à la question. Après, je vais peut-être laisser la parole aussi après à Serge ou à Collins pour peut-être rajouter un complément à ma réponse. Merci vraiment, Dr Ndokmo, de vous être rejoint à nous. Vraiment, nous sommes très, très, très heureux de votre participation. Vraiment. Maintenant, pour répondre de façon simple à votre question, la crypto-monnaie, c'est toujours un projet. Le Bitcoin, qui est aujourd'hui la plus grosse capitalisation, a été à la base un projet. C'est pour ça qu'il y a un livre blanc. Le livre blanc, c'est le projet en lui-même de la crypto-monnaie. Maintenant, dans beaucoup de projets crypto-monnaie, il y a eu ce qu'on appelle, comment on va dire ça, ça a permis de prendre l'argent des gens en leur disant on va vous rémunérer beaucoup plus rapidement avec des taux d'intérêt parce que la crypto-monnaie est une activité, du moins sur les marchés, c'est vachement volatile. Donc, beaucoup de gens ont donné leur argent sans même comprendre comment ça fonctionnait. Donc, ont donné leur argent à des gens à l'aveuglette. C'est un peu comme si vous allez manger quelque part et le gars vous dit, je fais le ndolé à la cuisine et je vous apporte le ndolé sur votre table. Et vous rentrez, vous rentrez dans sa cuisine et il ne prépare même pas ce ndolé-là. Vous voyez? Il part acheter ça dans un autre coin et il vient, il vous donne. Donc, vous ne savez même pas comment ils cuisinent en interne. Donc, beaucoup de gens, on n'avait pas accès aux cuisines internes de certaines sociétés, de certains projets. Et ces gars prenaient l'argent au lieu de vraiment aller acheter les crypto-monnaies, de faire vraiment l'activité dont ils proposaient à leurs clients, allaient faire autre chose et ça devenait une arnaque derrière tout ce truc-là. Sauf que nous, ici, là, nous sommes dans un projet technologique. Nous voulons lever des fonds à travers la crypto-monnaie. Ça permet aussi, la crypto-monnaie permet de lever des fonds. Donc, on va lever des fonds et on va réaliser ce projet-là. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite la communauté la plus forte possible pour réduire les risques. Puisque si on est beaucoup plus nombreux, comme je l'ai expliqué tantôt, et je vais encore le réexpliquer vu que Dr Ndokmo, vous êtes arrivé un peu en retard, donc je suppose que vous n'avez pas écouté peut-être cette partie-là. Ça réduira le risque. Si on est 1 million de personnes et que dans les 1 million de personnes, chacun met souvent $10, ça fait 10 millions de dollars. Oui, tu payes 1 million de personnes par 10, ça fait 10 millions de dollars. Et chaque personne aura mis très peu d'argent pour réaliser ce projet. Donc, voilà déjà, la première chose, c'est qu'il faut une communauté forte derrière ce projet. Pour que la communauté soit forte, donc il va falloir qu'on travaille, que l'on puisse convaincre la communauté que c'est un projet intéressant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces webinaires-là, les conférences, etc., etc. Et on montera en puissance au fur et à mesure du projet. Bon, voilà moi ma réponse. Et je pense qu'il faut dissocier les investissements qu'on fait dans des activités de spéculation et des investissements qu'on va faire dans une activité technologique pour créer un environnement technologique. Il faut vraiment dissocier ça. Il y a eu des arnaques qui se sont passées, pas seulement au Cameroun. Petron P aussi a fait pareil, a dit oui, moi je fais du pétrole, etc., etc. J'achète votre crypto-monnaie avec le pétrole, etc. Les gens sont allés et ils ont investi en se disant ils vont gagner des millions, etc., etc. La réalité aussi, c'est quoi? C'est que on va injecter de l'argent à l'étranger. Les blockchains, comme disait Collins, quand on regarde la nomenclature des crypto-monnaies, la plupart des projets sont des projets étrangers. 9000 crypto-monnaies, c'est 9000 étrangers qui font de la crypto-monnaie, qui lèvent des fonds, qui créent des trucs. Et nous, Africains, on injecte de l'argent dedans et certes, on gagne, mais on gagne individuellement. Pendant ce temps, cet argent qui est injecté là-bas va permettre de développer là-bas. C'est la raison pour laquelle aussi nous devons créer des projets où nous-mêmes nous développons notre continent et qui permet de développer notre continent. Donc voilà vraiment l'essence même du projet. Voilà l'essence du projet. Maintenant, ce n'est pas un projet spéculatif, c'est un projet vraiment à long terme et avec une conviction panafricaine.
de se dire qu'il faut qu'on bouge le continent. Et avec cette révolution de l'économie numérique qui va arriver, le continent va bouger. Il faudrait que nous soyons aussi acteurs de ce bouleversement-là, que nous puissions proposer quelque chose. Pas qu'on soit toujours en train de subir et utiliser les technologies des autres. Donc, voilà un peu ma réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu, il faut apporter un complément. Je vais peut-être laisser la parole à Serge, parce que je ne suis pas tout seul, et à Colin pour un complément de réponse. Merci. OK. OK, j'espère que tout le monde m'entend. Effectivement, c'est une très, très bonne question, Dr. Normand. Et nous savons qu'à toutes les conférences où nous allons assister, que nous allons organiser, ce sera la première question qu'on va nous poser. Parce qu'effectivement, le Bitcoin a fait beaucoup parler de lui, vraiment en très, très mauvais. Mais en fait, le Bitcoin, enfin, je veux dire, la crypto-monnaie, on va parler plutôt de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie en lui-même, ce n'est pas un problème parce qu'en fait, s'il faut regarder, par exemple, au niveau des monnaies qu'on dit conventionnelles, comme le franc CFA, l'euro, si une banque ferme, ou bien si un système s'effondre, le problème n'est pas au niveau de cette monnaie. Le niveau est au problème des institutions qui ont géré cette monnaie. Lorsque des gens font des investissements en crypto-monnaie, s'ils avaient fait aussi en France CFA, ça aurait été tout aussi le même désastre. Je pense que la question est mal posée parce que de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont peur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. La crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et les gens n'ont pas vraiment la connaissance de ça. Donc, si quelqu'un se fait arnaquer parce qu'il a utilisé la crypto-monnaie pour faire un investissement, il va dire que la crypto-monnaie, c'est une arnaque. Mais ce n'est pas la crypto-monnaie. Si on dit par exemple que si on avait pu utiliser le franc CFA et que ça avait été le même résultat, généralement, on ne dit pas que le franc CFA, c'est une arnaque. Nous, dans notre processus, nous, on s'est donné comme leitmotiv d'éduquer les membres de notre communauté à l'art de l'investissement, parce que l'investissement, c'est un art. Et nous avons travaillé de manière à pouvoir maîtriser cet art-là. Et cet art-là, nous allons le communiquer à tous les membres de notre communauté. Et d'ailleurs, concernant l'achat de notre crypto-monnaie, du projet Corecoin, on a dit le minimum d'entrée, c'est $10. Tous ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la crypto-monnaie sont capables quand même de miser, donc de risquer $10 parce que tout investissement est un risque. Nous sommes en train de créer une révolution. Ceux qui ont été les premiers à créer la révolution avec le Bitcoin ont pris un risque. Ne serait-ce que le temps qu'il fallait pour programmer la blockchain Bitcoin, ne serait-ce que le temps qu'il fallait pour communiquer dans le dark web, etc., sur la crypto-monnaie Bitcoin. Ça, c'était des bénévoles qui ne gagnaient absolument rien. Et ils ont décidé de prendre ce risque. Ça a pris le temps que ça a pris. Ça a peut-être pris 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous aussi, nous sommes prêts à prendre ce risque-là. Mais nous voulons avoir le maximum de membres de la communauté derrière nous, bien éduqués. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'investissement, nous devons tous savoir. En Afrique, nous sommes très cupides. Lorsqu'on entend parler par un investissement qui va nous rapporter 1% par jour, généralement, on ne cherche pas à comprendre. On dit seulement que le Bitcoin, ça fait comme c'est un truc, c'est un univers opaque. Alors, les gens l'utilisent pour pouvoir créer la confusion dans la tête des gens. Ça crée donc la déroute et la dépendance totale. Alors, donc, il faut se recentrer parce que ici, le problème n'est pas le Bitcoin, le problème est notre utilisation de notre art dans le domaine de l'investissement. La première règle dans l'investissement, d'investir dans un projet que le montant dont on est prêt à payer. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, ne jamais mettre tous ses œufs dans. Et il y a d'autres commandements qui suivent. Bon, disons commandements comme c'était. Mais en fait, ce sont les règles qu'il faut absolument respecter. Bon, maintenant, de manière générale, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas une certaine base dans le domaine de l'investissement, aller dans un continent, coûter de l'argent pour aller investir. Aller dans les boutiques, fermer sa boutique, vendre tout son capital, porter cet argent et aller mettre dans la crypto-monnaie. Ce n'est pas ça. Donc, ici, le problème n'est pas la crypto-monnaie. Ici, le problème est ailleurs. Bon, il est vrai que la crypto-monnaie est très volatile. Elle monte et descend. Ça aussi, c'est une analyse qui peut pousser quelqu'un à se dire la crypto est trop volatile, alors elle est très dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'on ne la connaît pas. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est en train de baisser. Dans l'analyse, parce qu'il faut se former, il y a une formation derrière. C'est des formations que nous allons donner gratuitement dans notre communauté. Des formations à l'analyse graphique des actifs comme la crypto-monnaie.
Donc, une fois qu'on a la maîtrise de l'analyse graphique, on comprend mieux comment évolue, parce que c'est un écosystème, c'est un organisme qui vit. Alors, on sait exactement, lorsqu'elle est en train lorsqu'elle prend une respiration, lorsqu'elle est en train de se comporter, en fait, je vais dire, elle a un comportement qui est assez prévisible. Donc, dans ce sens-là, je pense que la crypto-monnaie n'est pas un danger. Nous devons faire l'effort de maîtriser cet environnement-là. Et c'est une connaissance que les autres ont, mais que nous tardons encore à nous apprivoiser. En participant au projet, ça nous donne la possibilité de déployer les plateformes nécessaires pour pouvoir éduquer au maximum les membres de notre communauté et même ceux qui ne sont pas dans la communauté. Donc, voilà ce que je peux ajouter comme complément à ce que Laurent a dit concernant la fiabilité de la crypto-monnaie. Colin, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je crois que tout est dit, hein, tout est dit, franchement, de manière assez compréhensible, tout est dit. Il n'y a pas un problème de crypto-monnaie ou de l'économie numérique, il y a un problème de compréhension du mécanisme de fonctionnement. C'est ça qui représente le gros souci en Afrique. Et ce problème réside encore dans le fait que nous sommes parfaitement et fondamentalement consommateurs de ces technologies jusqu'à présent. À partir du moment où on va produire, la connaissance va changer, le paradigme également va changer et je crois que les gens vont comprendre davantage. Donc, dans il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le truc, c'est est-ce que vous comprenez l'écosystème du numérique, le mécanisme de fonctionnement de la crypto-monnaie? Si tel est le cas, c'est déjà important. Si tel n'est pas le cas, alors venez dans la communauté puisque vous allez recevoir ces formations-là gratuitement étant membre de la communauté. Donc, il ne faut pas confondre ça avec les systèmes de Ponzi où on vous promet des gains faciles, rapides, hein, à des espaces, hein, des intervalles de temps assez faibles. On vous promet 300% de bénéfices sur vos investissements. Non, c'est vraiment pas ça. Ça ne fonctionne pas de la sorte. Voilà, je pense qu'on a donné assez de lumière à cette question. Je ne sais pas si Dr. Dormo a une autre question ou bien si une autre personne a une autre question. Dr. Dormo? Allô? Allô, allô? Oui. Oui, mais merci. Oui, merci beaucoup pour les questions. Donc, je pense que c'est assez clair. Et je suis partant pour le projet. Parce que je vois que la vision, elle est très bonne. J'étais aussi déjà sur le site. J'étais aussi sur le site. Je suis aussi avec Colinx tous les jours. Donc, je crois que avec lui, j'en prendrai de plus en plus. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Mais sinon, je trouve quand même déjà très intéressant. Je trouve la vision intéressante. Merci et merci encore à toute l'équipe. Merci à vous, docteur Lokou. Bienvenue dans l'équipe, bienvenue dans la communauté. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on va répondre aux questions. C'est l'occasion de répondre vraiment à toutes les questions, à toutes les interrogations, à toutes les ambiguïtés, etc. Vraiment, posez toutes vos questions en toute liberté, n'ayez pas peur. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Thank you, thank you. On vous entend. Allez-y. C'est vraiment merci pour la. Il a été brillamment exposé. Tout bien parfait. Je me remercie par le collègue. À haute voix, madame, on ne vous entend pas très bien, s'il vous plaît. Madame, on ne vous entend pas très bien. Ma question, elle sera là. Parlez plus fort, madame. Allô? Oui, présentez-vous et parlez plus fort. Je dis, ah, ok, moi c'est Albertine. Albertine, vous m'entendez déjà?
Oui, oui, on vous entend très, très bien. Brillamment les... J'ai écouté votre exposé, brillamment, qui a été brillamment fait. Et ma question est la suivante. Tout à l'heure, il y a un truc qui a attiré mon attention. Lorsque Laurent parlait, il parlait de coffre-fort qui ne sera plus physique, mais à l'avenir, avec la blockchain, qui sera plutôt, ça passe par les numériques. Et puis, je demandais si vous pensez, vous ne pensez pas, parce que dans les projets communautaires, c'était la santé, l'éducation, et puis, je me demandais si vous pensez que ce serait pour intéresser les banques. Genre, parlant du coffre-fort, ça a beaucoup attiré mon attention, parce que les coffres, tous les coffres des banques sont physiques. Est-ce que sur le plan, le coffre-fort ne pourra pas être utile aussi dans le secteur bancaire, dans le souci de la sécurisation numérique de fonds? Ça, c'est ma question. Est-ce que je vais répondre un peu, je vais répondre aussi, après je vais te laisser la parole, Serge, parce que ça, c'est un volet un peu technique. Éventuellement, les 6 secteurs que nous avons définis là sont des secteurs qui vont, où l'algorithme de la blockchain va permettre de stocker les fonds et permettre à la communauté de voter pour des projets structurels sur ces 6 secteurs-là. Éventuellement, dans la blockchain, il y aura aussi ce qu'on appelle des smart contracts. Les smart contracts, c'est quoi? C'est des contrats intelligents. Ça veut dire que, Madame Albertine, vous voulez par exemple créer une tontine. Eh bien, vous allez pouvoir aller dans la blockchain avec l'aide d'un développeur qui va vous permettre de créer un smart contract et faire en sorte que votre tontine soit gérée par la blockchain automatiquement. Et il n'y aura plus besoin d'un tiers de confiance. La blockchain, en fait, est le tiers de confiance. C'est-à-dire, ce qui fait la différence entre la blockchain et une banque, c'est que la banque, il y a les tiers de confiance des humains en face. Donc, quand vous venez, par exemple, demander un crédit, c'est un humain qui vous reçoit. Il peut, de façon défavorable, juste en vous regardant, dire « je ne vous donne pas le crédit ». Alors que la blockchain, elle est déjà programmée. Si vous rentrez dans le critère pour avoir un crédit, eh bien, la blockchain vous octroie ce crédit-là. Et elle gère après vos rétrocessions de fonds. Tu vois, vous voyez. Donc, la blockchain est utilisée dans plein de domaines. Dans plein de domaines. Des domaines comme le cadastre. On peut utiliser la blockchain. Les domaines comme le vote, par exemple, on peut utiliser la blockchain. Les domaines comme l'assurance maladie ou vie ou peu importe, on peut utiliser la blockchain. Et ça s'utilise déjà dans beaucoup d'autres domaines pour sécuriser les informations, pour apporter des innovations, etc., etc. Donc, il y a beaucoup, par exemple, la chaîne de magasins ici en Europe qui s'appelle Carrefour. Carrefour, pour suivre ses produits, pour la traçabilité de ses produits, a créé une crypto-monnaie qui s'appelle le VET, VeChain. VeChain, en fait, c'est la traçabilité des produits que Carrefour vend aux clients. Et à travers donc cette crypto-monnaie, ce projet-là, ils arrivent à tracer tous les produits qu'ils vendent dans leur magasin. La crypto-monnaie a plein d'utilisations. C'est pour ça que quand le docteur Ndogmo posait la question des arnaques, etc., il y a d'autres projets crypto-monnaies. Il y a par exemple des crypto-monnaies qui servent dans les jeux vidéo. Il y a des crypto-monnaies qui servent dans d'autres domaines. Dans le domaine foncier, etc., etc. Donc, dans la blockchain Corecoin, il y aura une phase où la personne pourra créer un smart contract avec une start-up et pouvoir utiliser la blockchain comme tiers de confiance pour pouvoir gérer ses clients, gérer son business avec
la collaboration de la blockchain. Et ça s'appelle un contrat intelligent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, je te laisse aussi la parole pour compléter, Serge. Oui. OK. Bon, en fait, la banque standard utilise la finance standard. Ça veut dire qu'on utilise les billets, on utilise les jetons, etc. Donc, ce qui fait donc que comme ce sont des éléments physiques, il faut un coffre-fort physique pour pouvoir les stocker. Bon, la crypto-monnaie vient avec une révolution, elle est entièrement numérique. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'elle n'a pas besoin d'un coffre-fort. Mais en fait, la blockchain en elle-même, c'est déjà un coffre-fort, mais plutôt un coffre-fort numérique. Parce que la blockchain est embrigadée dans un cryptage à des niveaux, c'est-à-dire que plusieurs paliers de sécurité. Au moins, bon, Laurent est plus technicien que moi là-dessus. Il y a plusieurs paliers de sécurité dans la blockchain. Réussir à forcer le compte d'un tiers ou bien le compte d'une organisation dans une blockchain, c'est pratiquement impossible. Au niveau de la blockchain Bitcoin, bon, il y a les autres blockchains qui sont créées, qui à un moment donné, ont des failles de sécurité. Mais au niveau de la blockchain Bitcoin, on s'est rendu compte que la sécurité à ce niveau est infaillible. Donc, ça dit, si tu mets ton argent dans la blockchain Bitcoin, ou bien si tu as une banque et que cette banque met son argent de manière numérique dans la blockchain Bitcoin, la capacité, la possibilité de pouvoir casser ce coffre-fort et aller avec ce qui est à l'intérieur, pour le moment, les équipements qui permettent de faire ça n'existent pas encore. Ça, c'est clair. Je parle sous le contrôle de Laurent. Bon, maintenant, il y a une chose dont il faut être sûr. Voilà. C'est que la problématique que nous avons en ce 21e siècle, ou bien en ce siècle commençant, c'est la problématique de la physicalité de la monnaie. Vous allez donc remarquer qu'au fur et à mesure qu'on est croissant, on est de plus en plus nombreux, de plus en plus, on manque de monnaie. Et ça, c'est un problème qu'il faut être capable de régler. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que ce problème sera réglé, la plupart des monnaies vont commencer à être numérisées. Et de moins en moins, on aura besoin de coffre-fort pour pouvoir stocker des valeurs d'échange. Et avec le temps, les coffres-forts physiques vont disparaître. On ne pourra mettre dans les coffres-forts que des objets précieux. Mais ce ne sera plus de la monnaie. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Voilà. Laurent, Serge, merci pour ces brillantes interventions. Je pense que compte tenu du timing que nous avons prévu pour ce webinaire, on va devoir arrêter là pour les questions. S'il y a d'autres questions, évidemment, dimanche prochain, 15 h, on aura un autre webinaire et ces personnes pourront venir la semaine prochaine avec leurs questions pour que nous puissions répondre. Actuellement, je vais laisser la parole à Laurent pour une petite conclusion générale pour qu'on ferme ce webinaire et qu'on se dise rendez-vous sur la plateforme. Merci Colin, merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire-là, vraiment du fond du cœur et avec la participation de toute l'équipe Coricon. Nous vous remercions vraiment. Vous êtes venus participer un dimanche à ce webinaire-là, malgré vos activités respectives. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de passer à l'action, de ne pas rester inerte face à des projets comme ceux-là, de rentrer dans les projets. Nous avons l'opportunité vraiment de façon très claire de rentrer avec un montant très bas et d'être accompagné de fil en aiguille pour comprendre cette révolution technologique qui va arriver. Je vous implore, mais vraiment du fond du cœur, à vous impliquer massivement, de partager ce projet autour de vous, vraiment d'en parler autour de vous, de rentrer dans la plateforme coricon.org et de vous inscrire, de voir comment ça fonctionne, de nous poser les questions. Rendez-vous à dimanche prochain et merci à tous vraiment d'avoir participé à
à ce webinaire-là. Merci à toi, Colin. Je te redonne la parole. Merci, Laurent. Merci à tous et bonne soirée. Rendez-vous dans notre plateforme coricoin.org. Et puis, dans le petit groupe que j'ai créé, je vais ajouter Laurent et Serge dans ce petit groupe. Et puis, on pourra davantage éclairer les zones d'ombre pour ceux qui veulent. Et merci bien. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et partagez également le lien que vos proches aussi puissent s'abonner. Et puis, bon, merci déjà d'avoir participé. Et à dimanche prochain. Merci. OK, bye bye.